Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la fin d'une semaine intense en termes de flux d'informations pour les investisseurs entre les statistiques macroéconomiques du début de semaine, les réunions de banque centrale dont nous reparlerons dans un instant avec Gilles Moix, chef économiste du groupe AXA, les résultats d'entreprise et encore à suivre en début d'après-midi les statistiques américaines du marché du travail pour le mois de janvier. C'est une des semaines peut-être qui restera la semaine la plus chargée de cette année 2023. Une semaine assez incroyable avec une prise de risque encore sur les marchés puisqu'on a marqué hier de nouveaux sommets sur les indices actions en Europe avec aujourd'hui plutôt une petite modération, on va dire, du mouvement. Les indices européens sont en légère baisse à mi-séance. En attendant ce rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, du côté des résultats, on notera que les 3A, le triple A américain a souffert hier après la publication de ses résultats. Le triple A, c'est bien sûr Apple, Amazon, Alphabet, Google, avec des résultats qui n'ont pas franchement convaincu les investisseurs. On parle de plus en plus de réduction de coûts, d'efficacité dans le secteur de la technologie aux États-Unis, sachant quand même que les cours de bourse ont bien été revalorisés ces dernières semaines avec encore une séance exceptionnelle pour le Nasdaq hier qui a pris plus de 3%, mais les titres d'Apple, Amazon et Alphabet sont attendus en baisse à l'ouverture des marchés américains tout à l'heure. Et puis nous accueillerons dans cette émission la première introduction en bourse de l'année sur le marché parisien d'Euronext Growth spécifiquement. C'est la première introduction en bourse pour une société digitale dédiée au permis de conduire, l'examen le plus important du monde, en France en tout cas. Nous en parlerons avec l'un des cofondateurs de Le Permis Libre qui entrera donc sur le marché parisien la semaine prochaine, le 13 février précisément. Mais d'abord, revenons sur la super semaine des banques centrales. Fed, Banque d'Angleterre et Banque centrale européenne ont chacune délivré leur dernier message et leur dernière hausse de taux à date. En tout cas, nous en parlons avec Gilles Moix, chef économiste du groupe AXA, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Gilles. Impossible de revenir sur la communication des banques centrales sans parler du price action qui a été spectaculaire à la suite de la communication de la Fed mercredi soir, à la suite des communications de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne hier. C'est-à-dire que si on isole même la séquence du reste du cycle, on aurait pu se demander si les banques centrales n'avaient pas annoncé le lancement d'un nouveau QI, tellement la réaction a été spectaculaire. Le marché est conforté dans l'idée que la pause est en train d'arriver, que cette pause sera inévitablement suivie de baisse de taux. Cette idée n'est pas nouvelle dans le marché, elle semble prendre de plus en plus de place. De votre point de vue d'économiste, est-ce qu'il y a de la substance nouvelle, macroéconomique, ou dans la communication des banques centrales qui peut entériner un peu plus cette idée encore, Gilles ? Alors, il y avait quelques éléments, effectivement, dovish dans ce qui a été dit et par la Fed et par la BCE. Je pense que la Banque d'Angleterre est un cas particulier qu'on peut isoler. Les éléments un peu dovish, c'est cette réponse un peu molle de Jay Powell sur la discussion ou pas d'une pause au FOMC. Je pense que c'est plutôt un peu une erreur de communication plutôt qu'un message voulu, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été transmis. On a cette reconnaissance de la part de la Fed que la désinflation est entamée. Pour moi, c'est simplement reconnaître l'évidence, mais apparemment, le marché avait besoin d'entendre ça. Et puis, du côté de la BCE, je pense que l'une des indications les plus intéressantes, je pense, pour les devs dans le marché, c'est cette idée que autour de la tendance centrale de l'inflation à laquelle la BCE s'attend, eh bien, les risques sont désormais équilibrés ou plus équilibrés, alors qu'ils étaient encore très largement orientés à la hausse lors de la réunion du mois de décembre. Donc, j'ai l'impression que le marché se précipite un peu sur ces pépites dovish.
d'une manière un peu impatiente pour moi. Et parce que le fond du discours des banques centrales n'a pas changé, ils n'ont pas fini de relever leurs taux, ça me paraît assez clair. On n'a pas senti un appétit très clair pour des baisses de taux rapides, en tout cas pour des baisses de taux aussi rapides que ce que le marché voudrait voir et price. Et finalement, j'ai le sentiment qu'on vit avec deux réalités parallèles. C'est-à-dire que fondamentalement, en tout cas dans le cas de la Fed, où c'est encore plus clair, j'ai l'impression que le marché a décidé que la Fed avait tort. Sur sa trajectoire macroéconomique. Le marché pense que l'inflation va probablement décélérer beaucoup plus vite que ce que la Fed attend et que ça va se traduire par un revirement dans les mois qui viennent. Ce qui m'étonne, c'est que pour que ce scénario-là soit valide, c'est-à-dire si une décélération de l'inflation devait intervenir aux États-Unis de manière beaucoup plus précoce, beaucoup plus profonde que ce que la Fed attend aujourd'hui, eh bien, il faut probablement passer par une phase de casse sur l'économie réelle et par une phase de contraction de l'activité économique. Et ça n'est pas génial pour le marché action. Donc il y a quand même un sentiment assez curieux de mise-alignement entre un marché obligataire qui pense que très vite les banques centrales vont être, surtout aux États-Unis, vont être contraintes de baisser leurs taux, et un marché equity qui salue cette baisse possible de la baisse de taux, mais sans prendre en compte le fait que s'il y a baisse de taux, c'est probablement parce que l'économie aura corrigé et que les perspectives de profit se seront dégradées encore plus. Donc voilà, une situation assez étrange avec un divorce entre ce que pensent les banques centrales, ce que pense le marché, et même au sein du marché, je pense un certain divorce entre ce que dit l'obligataire et ce que dit le marché equity. On aura peut-être tendance pour cette partie Banque centrale à écouter d'un peu plus près ce que dit le marché obligataire. Le marché action peut vivre dans un autre monde pendant quelques temps. Mais moi, ce qui m'a frappé justement par rapport à cette situation d'anticipation de marché, c'est la faiblesse avec laquelle Jérôme Powell a cherché à repousser ses anticipations à ce stade. Il termine sa conférence « We'll see ». Je ne vais même pas chercher à convaincre le marché que la Fed a raison. Il acte même du fait que, oui, les marchés obligataires ont une vision différente du processus de désinflation et que, on verra à la fin de la partie. Oui, c'était une partie assez étonnante, surtout si on prend en compte le fait que pour l'instant, la transmission de la politique monétaire aux États-Unis ne marche pas très bien. C'est-à-dire que on est dans une situation d'assouplissement des conditions monétaires et financières depuis à peu près le milieu du mois de novembre, puisque les taux d'intérêt réels ont commencé à baisser, les spreads corporate ont commencé à se réduire également. Donc, en dépit des hausses de taux de la Fed, il y a plutôt moins de pression à la baisse sur la demande agrégée aux États-Unis. Et en dépit de cela, alors même que ce surdurcissement de la Fed n'est pas entièrement transmis à l'économie réelle, eh bien, Powell n'a pas choisi d'affronter en direct, de manière très claire, le pricing de marché. Alors, c'est là où probablement les doves s'engouffrent, c'est-à-dire que si la Fed ne cherche pas à contrer ces attentes de marché, ça peut vouloir dire qu'en fait il y a un débat plus large que ce que l'on croit au sein du FOMC, et qu'il y a des voix qui commencent à s'élever contre le risque d'en faire un peu trop. C'est possible. C'est aussi peut-être tout simplement le fait que la Fed ne cherche pas à rentrer dans cette espèce de dialogue un peu viril avec le marché. Et ce point on verra, on peut le prendre d'une manière assez différente. Soit on peut considérer que Powell renonce et laisse le marché. Ça peut être une mise en garde aussi. Soit ça peut être une mise en garde. Mais c'est vrai que ça manquait un peu de peps, quoi. Sur la substance macro, Gilles, le constat qu'on peut dresser quand même à ce stade, c'est qu'on vit dans le meilleur des deux mondes, avec un processus de désinflation qui est quand même bien engagé aux États-Unis. Le pic de l'inflation globale date du mois de juin, le pic de l'inflation cœur date du mois de septembre, et qu'on voit cette désinflation se poursuivre alors même que le marché du travail continue de résister. Et je regardais même des données dures dont on ne parle pas forcément tous les jours, qui sont vraiment des données pour les économistes. L'Employment Cost Index aux États-Unis nous montre que la pression salariale en fin d'année semble plus faible que ce qu'elle n'était en début d'année dernière, quand le taux de chômage était un peu plus élevé aux États-Unis que ce qu'il n'est aujourd'hui.
Non, c'est vrai. Il y a des signes d'inflation aux États-Unis. Il y a des signes que la pression se réduit. Ça, c'est indubitable. D'ailleurs, ça se produit de manière plus claire aux États-Unis que dans la zone euro, ce qui est peut-être contre-intuitif. Le problème pour moi, c'est quel est le coût du dernier point de pourcentage d'inflation à corriger. C'est-à-dire que ça peut paraître paradoxal, mais passer de 10% d'inflation à 5, c'est sans doute beaucoup plus facile que de passer de 5 à 2. Passer de 10 à 5, en général, c'est le produit d'une absorption de choc du côté de l'offre. Et on l'a bien vu depuis quelques mois, c'est la correction sur les coûts d'énergie, à suivre de près d'ailleurs, parce qu'on commence à voir des choses un peu embêtantes du côté du pétrole, mais c'est vrai, correction des prix de l'énergie, et absorption des goulots d'étranglement dans la production mondiale. Donc tout ça permet de passer sans trop de problème de 10 à 5. Pour passer de 5 à 2, là, il faut rentrer dans le dur, en fait, de l'inflation, parce qu'il faut rentrer dans cette composante de l'inflation qui est nourrie par les moteurs internes de l'économie. Alors c'est vrai, sur les coûts salariaux, 4% en glissement annuel sur les CI aux États-Unis, c'est beaucoup moins problématique que ce qu'on avait au début de l'année. Mais compte tenu d'une productivité qui est absolument catastrophique en ce moment aux États-Unis, ça n'est toujours pas cohérent avec une inflation sous-jacente qui retourne doucettement et tranquillement vers 2, 2,5. Donc c'est ça, en fait, pour moi, la question de 2023, c'est-à-dire est-ce qu'on peut effectivement avoir cet atterrissage en douceur dans laquelle, magiquement et harmonieusement, toutes les étoiles s'alignent et on arrive à obtenir une désinflation sans casse du tout du côté du marché du travail et du côté de l'économie réelle. C'est possible et on sent qu'il y a des membres du FOMC qui espèrent encore le voir. Historiquement, ça n'a jamais été possible, sauf une fois en 94, mais en 94, l'inflation n'avait pas vraiment commencé à décoller, et de toute manière, le total de durcissement de la politique monétaire de 94 était inférieur à celui qu'on en a déjà aujourd'hui. Donc l'histoire vous dit que pour faire attirer l'inflation de nouveau vers l'objectif de la Banque centrale, c'est très très compliqué de le faire sans casse. Or, c'est ce que le marché pense pouvoir voir se matérialiser en 2023. Banque Centrale Européenne, Gilles, alors ce qui m'a frappé d'un point de vue de la perspective de marché, c'est de voir exactement le même price action à la suite de la BCE que celui qu'on a vu après la Réserve fédérale américaine. Considérant quand même que la BCE n'en est pas au même stade que la Réserve fédérale américaine dans son cycle de resserrement. Je crois que Christine Lagarde a encore essayé de l'expliquer hier. Et surtout, qu'on n'en est pas du tout au même stade du processus de désinflation. Et même que le chiffre de janvier, qui sera sans doute révisé avec la véritable estimation des Statis en Allemagne, sera peut-être supérieur au 8,5 qu'on a vu pour l'inflation globale en zone euro. Le pic d'inflation est peut-être encore devant nous en zone euro. Et pourtant, la communication a été prise comme une communication, là aussi, moins au quiche. Oui, alors là, c'est autant dans le cas de la Fed, c'est vrai que le pushback de Powell a probablement été un tout petit peu trop mou, mais dans le cas de la BCE, il n'y avait pas de revirement massif de la communication. Et sur les questions de fond, par exemple, cette idée... C'était né dans les premiers jours des réunions de Davos, que peut-être la BCE allait hésiter sur une hausse de taux de 50 BP à nouveau au mois de mars. Eh bien là, on sait qu'elle n'hésitera pas puisqu'elle l'a prévendu déjà aujourd'hui, ce qui est quand même un message fort. Et lorsqu'on a demandé à Christine Lagarde, quand on lui a posé la vraie question qui était alors, après mars, on fait quoi? Est-ce que ça veut dire qu'en mars, vous considérez qu'on sera au taux terminal? La réponse de Christine Lagarde était quand même assez claire. Elle a dit non, non, non. Bon, voilà, on ne peut pas faire tellement plus clair. Mais voilà, le marché a décidé que, en fait, c'est plus compliqué, que peut-être que la BCE ira moins loin. Il est possible que dans le cas des BCE, le marché s'attendait à une prestation ultra au quiche de Christine Lagarde et que sa prestation a été simplement normalement au quiche. Donc voilà, il y a eu un changement de ton. Mais moi, je suis quand même frappé par cette espèce de
presque de biais de sélection des investisseurs depuis quelques semaines. C'est-à-dire que on se précipite sur, encore une fois, ces espèces de petites pépites dovish. À mon avis, on surinterprète un petit peu et on s'engouffre. Et c'est d'autant plus étonnant que normalement on devrait être dans une situation où la liquidité globale commence quand même à se réduire. Et donc les explications qu'on amène en général sur le thème « oui, mais il y a tellement de capitaux qui doivent s'investir, etc. », ces explications-là tiennent un peu moins aujourd'hui qu'elles ne pouvaient tenir encore l'année dernière. Donc voilà, vous avez devant vous un économiste dubitatif et qui s'interroge. Merci beaucoup Gilles pour votre éclairage à l'issue de cette super semaine des banques centrales. Reste encore à franchir l'étape du rapport américain du marché du travail en début d'après-midi. Merci beaucoup Gilles. Gilles Moïc qui était avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bon, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'introduction en bourse sur le marché parisien d'Euronext Growth en l'occurrence. L'introduction en bourse qui aura lieu, alors je disais la semaine prochaine, non, ce sera le 13 février précisément, c'est celle de Le Permis Libre qui est donc en pleine période de souscription et l'un des cofondateurs est avec nous en plateau. Romain Durand, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Le Permis Libre qui a été donc un des pionniers de l'ouverture à la concurrence du marché du permis de conduire en l'occurrence. On parle bien sûr du permis de conduire. Vous le rappelez d'ailleurs à chaque fois, l'examen le plus important, le premier examen de France, c'est ça, Romain? Exactement, le premier examen de France, si on prend un comparable qu'on connaît tous, le bac, 750 000 bacheliers, 1,2 million de candidats au permis de conduire chaque année, ça recommence chaque année, et ça recommence, et c'est stable, et c'est un marché qui pèse 2 milliards et qui va encore croître de 6% dans les 10 prochaines années, donc on a de belles années devant nous encore. Donc, ouverture à la concurrence il y a déjà quelques années en arrière maintenant, je crois que l'agrément date de 2014 pour le permis libre, c'est ça? Vous étiez le premier à l'époque. Ouais. Il y a, allez, on le sait, il y a une paire d'autres acteurs digitaux, dont un très gros qui est suffisamment connu pour qu'on ne le cite pas aujourd'hui. Romain, vous êtes un des concurrents importants de ce marché du digital, du permis 100% digital. Quel est le retour d'expérience que vous faites déjà de ces 7-8 années d'opération et de ce qu'a permis justement le côté digital en tant que pure player dans l'évolution de ce business du permis de conduire? Bien sûr, donc ces dernières années, elles nous ont permis de défricher un marché qui avait besoin de se renouveler, qui était vieillissant. Le permis de conduire à 100 ans quand même, commence à vieillir. Ouais. En réalité, on a eu deux grosses révolutions sur cette période. On a eu 2016, libéralisation et privatisation de l'examen théorique. Donc je veux passer mon code, 4 à 6 mois pour obtenir une place. On passe à 24 heures. Tous les candidats arrivent sur les plateformes, le permis libre prend une croissance. Pendant ces années-là, on continue de construire la plateforme, de construire notre réseau d'enseignants, 900 enseignants sur 500 villes aujourd'hui. Et 2021, la dernière révolution qu'on attendait, c'est la place d'examen pratique, c'est Rendez-vous Permis, qui attribue aux plateformes des places d'examen pratique. D'accord. Donc, quand on mettait 6 à 12 mois pour obtenir une place d'examen pour un de nos candidats, aujourd'hui c'est 32 jours en moyenne. Quand vous aviez une centaine de places par mois, aujourd'hui c'est 1500 à 2000 places par mois. Ça, c'est un accélérateur fabuleux pour nous. C'est finalement la touche finale, on va dire, de la... bien sûr. Jeunesse de ce marché. Ça complète effectivement la régénération de cette offre. Aujourd'hui, le candidat qui a passé donc, son code et sa conduite chez vous, vous pouvez lui garantir que sous un mois, il a une place pour l'examen du permis. Exactement. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a réussi à monter à 15 millions de chiffre d'affaires sans ces places d'examen. Donc je vous laisse imaginer la suite. Bien sûr. C'est incroyable pour nous. Qu'est-ce que ça a permis en matière d'efficacité? Question toute bête, mais est-ce que par exemple il y a besoin de moins d'heures de formation quand on passe par un acteur pur digital comme vous pour passer son permis versus l'industrie traditionnelle qui existe encore évidemment qui existe, à vos côtés, qui est notre concurrent principal, 12 000 auto-écoles quand même, mais effectivement aujourd'hui on met à disposition des candidats qui sont des digital natives, ils sont avec un portable dans la main, des outils numériques, mais surtout des outils performants. On les suit à la trace, parce qu'on récolte énormément de data. Alors quand je dis à la trace, on parle de leurs exercices, de leurs cours. On est capable de les orienter vers le meilleur type d'apprentissage. Aujourd'hui, sur le code de la route, ça va très vite, mais c'est surtout sur la pratique où on le ressent, parce qu'on compte en heures. 35 heures en moyenne en France pour obtenir son permis de conduire. On est à 32 heures chez le permis libre. Donc on a gagné quelques heures. Ouais. Ça ne changera pas drastiquement. Mais par contre, ce qu'on propose et ce qu'on a réussi à faire, c'est proposer une formation sans accroc et qui se passe bien. Parce que
je pourrais vous retourner la question, mais on se souvient toute sa vie de ses heures d'auto-école et surtout de son enseignant de la conduite. Donc, plus ça se passe bien, mieux c'est. Je suis d'accord. Je suis pas sûr de me souvenir de mes sujets du bac. En revanche, je me souviens très bien du parcours que j'ai dû faire pour l'examen de mon permis de conduire, que j'ai raté une première fois d'ailleurs au passage. Le taux de réussite à la sortie, il est équivalent à ce qu'on trouve dans l'industrie physique ou il peut être supérieur? On a des taux un peu supérieurs, mais on va pas communiquer dessus parce que l'idée c'est de se dire qu'un candidat, en fonction de sa motivation, il va bien plus avoir son permis de conduire que si par exemple il est poussé par ses parents qui lui disent faut que tu aies ton permis de conduire alors qu'il n'en a pas besoin. Globalement, le permis de conduire en France, c'est 55% de taux de réussite. Un candidat sur deux l'obtient. Le second l'obtiendra de toute façon, mais pas du premier coup. Est-ce qu'il y a encore des freins à lever, y compris auprès de cette population digitale native qui n'a pas de problème avec les outils numériques, mais vous l'avez très bien rappelé pour certains, pour beaucoup peut-être, le passage du permis, c'est un passage plus important que le bac pour la suite de la vie et de la vie active qu'on va vouloir mener. C'est donc un truc sérieux. Et est-ce qu'il y a encore l'idée peut-être qu'on pourra être pas forcément mieux accompagné, mais mieux encadré à une période où on a peut-être besoin encore de l'être, on sort du bac, on sort du lycée, on a l'habitude d'être encadré du matin au soir par des profs, un encadrement pédagogique, ça rassure. Et on a peut-être peur de ne pas retrouver cet encadrement aussi resserré quand on passe par un acteur digital comme vous. C'est une super question et puis elle est vraiment importante. Aujourd'hui, on a à cœur de mettre en avant l'accompagnement qui existe. C'est vrai, vous avez un ordinateur, un smartphone, mais derrière, on a des humains, on a des coachs sur le code de la route, on a des équipes Care Success qui accompagnent les candidats de l'inscription aux démarches administratives jusqu'à la dernière étape qui est le permis de conduire. Mais on a à cœur et on va travailler, on travaille déjà sur le fait de beaucoup plus mettre en avant cet accompagnement qui va nous permettre évidemment de lever ces freins, vous l'avez dit, que peuvent être, en fait, je ne vais pas être accompagné, je vais être tout seul dans ma formation. Non, la formation au permis de conduire, vous l'avez dit, c'est important. On doit être accompagné, encadré. Et aujourd'hui, tous les outils numériques qu'on a mis en place le permettent. Et en plus de ça, on a un accompagnement humain derrière. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça ressort dans tous les avis qu'on a certifiés. Ouais. C'est merci le coach, merci Intel, merci au service client. Et vraiment, on décroche le téléphone en permanence, on répond très rapidement. C'est un accompagnement qui fait la différence avec nos concurrents, je dois le dire, parce qu'on met en avant cette qualité de service qui est vraiment importante et qui fait partie de notre ADN. Ouais, et puis je pense à toute cette génération d'étudiants, la génération Covid, qui a travaillé pendant des mois à distance, derrière des écrans, sans cet accompagnement pédagogique, alors dans le cadre des études en l'occurrence, qui peut être effrayé un peu encore par ça. Et donc c'est vraiment un point clé pour vous aujourd'hui dans la communication, dans la promesse que vous voulez apporter. C'est un point clé, mais il y a quand même cette part d'humain qui est celle de 32 heures avec l'enseignant. Quand même, mais il faut passer le cap et une fois que vous vous retrouvez après avec votre enseignant, c'est génial, vous avez une super expérience. Vous êtes dans un véhicule avec un humain qui est ultra pédagogue, dont c'est le métier, il est passionné, l'enseignant, de son métier. Et là, normalement, si vous avez le bon enseignant, ce qui arrive quasiment dans tous les cas, ça se passe super bien. À propos des enseignants, justement, est-ce que c'est un sujet pour la croissance future de Le Permis Libre, la question du recrutement des enseignants et de l'encadrement, justement, pédagogique que vous pouvez apporter? Il y a une bataille de ce point de vue-là? Il n'y a plus de bataille, il y en a eu une au départ, mais la bataille c'était comment je fais connaître le métier d'enseignant indépendant. Les enseignants indépendants, ils existaient très peu avant, ils étaient en majorité salariés. Aujourd'hui, on a des conditions de travail, un confort de travail qui est assez incroyable, 40% mieux rémunéré qu'un salarié en auto-école. Déjà, on pose les bases. Oui. Vous choisissez de... C'est déjà un point clé. Oui, vous avez une grosse liberté pédagogique. Alors, c'est encadré, évidemment, parce qu'on ne peut pas laisser un enseignant ne pas remplir les livrets, suivre les commentaires, faire une formation pédagogique. Mais globalement, il y a beaucoup d'avantages à devenir indépendant, très peu d'inconvénients. Et aujourd'hui, sur le réseau de 900 enseignants qu'on a, on en a 1000 supplémentaires qui sont en attente dans notre base et qui nous disent quand est-ce que je démarre. D'accord. Donc il n'y a plus de problème pour les convaincre. Il n'y a plus de problème. Ouais. Sur la partie financement, donc, vous avez levé déjà jusqu'à 6 millions, c'est ça 6 millions au total, oui. Avant l'entrée en bourse, vous êtes accompagné par 2 fonds, Nextage et FL, qui vont d'ailleurs continuer de vous accompagner à l'issue de l'opération de levée de capital. Vous avez cherché à lever entre 8 et 9 millions à travers cette opération d'introduction en bourse. Je vous laisse commenter tout ça. Ma question étant, pourquoi avoir choisi l'option du financement par la bourse à ce stade de votre développement, alors que d'autres options étaient sans doute possibles? Qu'est-ce qui a rendu cette option plus pertinente? Historiquement, nous, avant que FL et Nextage rentrent l'année dernière au capital de la société, on avait
des business angels. C'est notre histoire. On a fonctionné avec eux, on a appris à discuter avec eux, à les comprendre. Et en fait, il nous a paru assez logique d'aller vers la bourse pour s'adresser à d'autres particuliers qui pourraient acheter de l'action chez nous. D'autant plus qu'on parle du premier examen de France, on l'a dit au départ, le permis de conduire, ça parle à tout le monde. On s'est dit, mais comment ne pas utiliser cette solution, qui est un outil en fait, qui va permettre aux Français de pouvoir dire, j'ai un petit bout du permis de conduire français, un petit bout du premier examen de France. On trouve ça génial et même extraordinaire. Et au-delà de ça, c'est aussi un outil qui va nous permettre d'atteindre une certaine notoriété et de mettre en avant en toute transparence l'accompagnement, on en parlait juste avant, la qualité de service et l'excellence dans l'exécution des formations au permis de conduire qu'on propose, qui va permettre, si tout va bien, on va recréer un cercle vertueux, de dire aux Français, investissez vraiment dedans, parce que ça vaut le coup. C'est génial, ça marche. C'est quoi le plan de marche là? C'est quoi le plan de développement que vous vendez aux investisseurs? Vous êtes encore en plein roadshow, donc la souscription court jusqu'au 7 février, je le rappelle, et les premières cotations, la première cotation prévue le 13. Quel plan de développement est-ce que vous vendez à ce stade-là? On a 3 axes sur les 3 prochaines années. Le premier, c'est la notoriété, être beaucoup plus connu. Pourquoi être connu? Pour avoir beaucoup plus d'inscriptions. Ces inscriptions, elles vont nous permettre de densifier le maillage territorial. Aujourd'hui, on est présent dans 99% des villes de plus de 50 000 à plus de 500 000 habitants. Donc ces villes-là, on va rajouter des enseignants pour répondre et avoir une offre et une demande qui soient cohérentes. Et de l'autre côté, on est présent à seulement 1% des villes de moins de 50 000 habitants. Donc là, on parle de zones rurales, semi-rurales, périphérie des grandes villes. Ces zones, il faut aller les adresser. Le permis de conduire est partout en France. Il n'est pas que dans les grandes villes, c'est partout. Tout le monde a besoin de son permis de conduire, c'est la mobilité, c'est l'emploi, etc. Et comment on va adresser ces populations? C'est le 3e axe, en proposant et en diversifiant nos offres. Je vous donne 2 exemples. Vous allez dans des zones rurales et semi-rurales, la première formation la plus plébiscitée, c'est la conduite accompagnée. On va lancer une offre de conduite accompagnée. C'est 30% du marché quand même, donc il faut aller adresser ce marché. Le second exemple, vous allez dans des grandes villes, je suis parisien, j'ai un job dans 2 mois qui démarre de commercial, mais je n'ai pas mon permis de conduire. Conduite accélérée. Et là, on va passer son permis très rapidement, dans de très bonnes conditions. Et donc, on va adresser, étendre notre marché comme ça. Et puis, on a une dernière offre qu'on a déjà lancée et qui fonctionne plutôt pas mal, qui est l'assurance jeune conducteur. L'idée, c'est de dire, vous venez d'avoir votre permis de conduire. Finalement, c'est un peu la jungle, entre guillemets, quand vous sortez. Et le jeune conducteur est très mal adressé. Il n'a pas d'historique, il n'a pas de passif. Donc, il lui faut une assurance sur mesure, mais qui ne coûte pas trop cher non plus. Et ça, c'est un métier pour vous, Romain? C'est une vraie question, parce que le métier de l'assurance, c'est pas un métier de l'enseignement ou de la pédagogie ou du passage d'un examen. On reste une auto-école en ligne et c'est ça notre business. Par contre, on vient travailler avec des courtiers, avec des assureurs pour créer un produit. On ne sera pas, nous, assureurs. Par contre, on amènera nos candidats à un service supplémentaire, parce qu'il nous semble assez logique que ce soit une suite qui peut convenir et qui peut plaire à nos candidats. Et quand on a créé cet écosystème de confiance autour de l'examen le plus important en France et le plus important dans une vie peut-être, on peut continuer d'imaginer de rajouter des briques au-delà de celles que vous, vous envisagez aujourd'hui? Bien sûr, une fois que vous avez votre permis de conduire, vous avez une vie de conducteur que vous allez avoir. Vous allez avoir une voiture, vous allez avoir des problèmes avec cette voiture, vous pouvez avoir des démarches à faire autour de cette voiture, vous pouvez aussi avoir besoin d'être assisté, conseillé, des formations complémentaires, de la prévention, de la sécurité routière, peut-être lié ça à de l'assurance, qui pourrait vous faire baisser votre prime. Vous voyez, on peut imaginer énormément de choses par la suite. Merci beaucoup, Romain. Merci d'être venu nous parler donc de l'examen le plus important de France, en tout cas le plus passé en France, le permis de conduire, bien sûr, avec cette introduction en bourse en cours pour le permis libre. Vous en êtes cofondateur, directeur général délégué. Et donc, je le rappelle, période de souscription jusqu'au 7 février et la cotation sur Euronext Growth le lundi 13 février. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.